Bonsoir à tous et bienvenue sur D8, sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous êtes confortablement installés et prêts à m'écouter pour une nouvelle partie en compagnie de Paul Valéry. Alors avant de poursuivre ces dialogues philosophiques et poétiques écrits juste avant sa nomination à l'Académie française, j'avais envie un peu de vous raconter quelques anecdotes sur lui. Sachez qu'il est né en 1871 et mort juste quelques semaines après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 20 juillet 1945. Alors, il est, Paul Valéry, j'ai l'impression en tout cas qu'il est surpuissant. Enfin, en tout cas, il fait plein de choses. Il est passionné de plein de choses. Il fait des études de droit. En même temps que cela, il publie ses premiers vers. Il écrit aussi pour la Revue maritime de Marseille à l'époque, alors qu'il n'est encore qu'étudiant. Et il s'inscrit dans la mouvance symboliste. Ensuite, plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, il devient membre du Front national de la résistance. En 1942, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, il dédicace l'un de ses livres à notre, si je puis dire, Anne Frank française Hélène Baird, qui décidera d'écrire elle aussi son journal. Il a beaucoup d'influence, Paul Valéry. Et puis, lors de sa disparition, quelques semaines, donc je vous le disais, après la Seconde Guerre mondiale, il a le droit à des funérailles nationales prononcées par Charles de Gaulle lui-même. Et il sera inhumé dans sa ville natale à Sète, au cimetière marin, qu'il célèbre d'ailleurs dans l'un de ses poèmes. Mais nous poursuivons notre lecture avec notre premier dialogue qui s'intitule « Eupalinos ou l'architecte », publié en 1921. Soit 3 ans avant sa nomination à l'Académie française. Je poursuis donc un dialogue entre Socrate et Phèdre. Socrate. Mais puisqu'il est permis par les dieux, mon cher Phèdre, que nos entretiens se poursuivent dans ces enfers où nous n'avons rien oublié, où nous avons appris quelque chose, où nous sommes placés au-delà de tout ce qui est humain. Nous devons savoir maintenant ce qui est véritablement beau, ce qui est laid, ce qui convient à l'homme, ce qui doit l'émerveiller sans le confondre, le posséder sans l'abêtir. Phèdre. C'est ce qui le met sans effort au-dessus de sa nature. Socrate. Sans effort, au-dessus de sa nature. Oui. Sans effort, mais comment se peut-il? Au-dessus de sa nature, que veut dire ceci? Je pense invinciblement à un homme qui voudrait grimper sur ses propres épaules. Rebuté par cette image absurde, je te demande, Phèdre, comment cesser d'être soi-même, puis revenir à son essence. Et comment, sans violence, peut arriver ceci? Je sais bien que les extrêmes de l'amour et que l'excès du vin ou encore l'étonnante action de ces vapeurs que respirent les Pythis nous transportent, comme l'on dit, hors de nous-mêmes. Et je sais mieux encore, par mon expérience très certaine, que nos âmes peuvent se former, dans le sein même du temps, des sanctuaires impénétrables à la durée, éternels intérieurement, passagers quant à la nature, où elles sont enfin ce qu'elles connaissent, où elles désirent ce qu'elles sont, où elles se sentent créées par ce qu'elles aiment, et lui rendent lumière pour lumière, et silence pour silence, se donnant et se recevant, sans rien emprunter à la matière du monde, ni aux heures. Elles sont alors comme ces calmes étincelants, circonscrits de tempêtes qui se déplacent sur les mers. Qui sommes-nous pendant ces abîmes? Ils supposent la vie qu'ils suspendent. Mais ces merveilles, ces contemplations et ces extases n'éclaircissent pas pour mes yeux notre étrange problème de la beauté. Je ne sais pas attacher ces états suprêmes de l'âme et la présence d'un corps ou de quelque objet qui les suscite. Phèdre, ô Socrate, c'est que tu veux toujours tout tirer de toi-même. Toi que j'admire entre tous les hommes, toi plus beau dans ta vie, plus beau dans ta mort, que la plus belle chose visible, grand Socrate, adorable laideur, toute puissante pensée qui change le poison en un breuvage d'immortalité. Ô toi qui refroidis, et la moitié du corps déjà de marbre, l'autre encore parlante, nous tenez amicalement le langage d'un dieu. Laisse-moi te dire quelque chose,
a manqué peut-être à ton expérience. Socrate, il est bien tard sans doute pour m'en instruire, mais parle tout de même. Phèdre. Une chose, Socrate, une seule t'a fait défaut. Tu fus homme divin et tu n'avais peut-être nul besoin des beautés matérielles du monde. Tu n'y goûtais qu'à peine. Je sais bien que tu ne dédaignais pas la douceur des campagnes, la splendeur de la ville, et ni les eaux vives, ni l'ombre délicate du platane. Mais ce n'était pour toi que les ornements lointains de tes méditations, les environs délicieux de tes doutes, le site favorable à tes pas intérieurs, ce qu'il y avait de plus beau te conduisant bien loin de soi. Tu voyais toujours autre chose. Socrate, l'homme et l'esprit de l'homme. Phèdre. Mais alors, n'as-tu pas rencontré parmi les hommes certains dont la passion singulière pour les formes et les apparences t'est surpris? Socrate, sans doute. Phèdre. Et dont l'intelligence pourtant et les vertus ne le cédaient à aucune. Socrate. Certes. Phèdre. Les plaçais-tu plus haut ou plus bas que les philosophes? Cela dépend. Leur objet te paraissait-il plus ou moins digne de recherche et d'amour que le tien même? Socrate. Il ne s'agit pas de leur objet. Je ne puis penser qu'il existe plusieurs souverains biens. Mais ce qui m'est obscur, ce qui m'est difficile à entendre, c'est que des hommes, aussi purs qu'à l'intelligence, aient-eu besoin des formes sensibles et des grâces corporelles pour atteindre leur état le plus élevé. Phèdre. Un jour, cher Socrate, je parlais de ces mêmes choses avec mon ami Eupalinos. Phèdre, me disait-il, plus je médite sur mon art, plus je l'exerce, plus je pense et agis, plus je souffre et me réjouis en architecte. Et plus je me ressens moi-même avec une volupté et une clarté toujours plus certaines. Je m'égare. Dans mes longues attentes, je me retrouve par les surprises que je me cause et, au moyen de ces degrés successifs de mon silence, je m'avance dans ma propre décision. Et j'approche d'une si exacte correspondance entre mes vœux et mes puissances, qu'il me semble d'avoir fait de l'existence qui me fut donnée une sorte d'ouvrage humain. À force de construire, me fit-il en souriant, je crois bien que je me suis construit moi-même. Socrate, se construire, se connaître soi-même, sont-ce deux actes ou non? Phèdre. Et il ajouta, j'ai cherché la justesse dans les pensées, afin que, clairement engendrée par la considération des choses, elles se changent comme d'elles-mêmes dans les actes de mon art. J'ai distribué mes attentions, j'ai refait l'ordre des problèmes. Je commence par où je finissais jadis pour aller un peu plus loin. Je suis avare de rêveries, je conçois comme si j'exécutais. Jamais plus dans l'espace informe de mon âme, je ne contemple de ces édifices imaginaires qui sont aux édifices réels ce que les chimères et les gorgones sont aux véritables animaux. Mais ce que je pense est faisable et ce que je fais se rapporte à l'intelligible. Et puis, écoute, Phèdre, me disait-il encore, ce petit temple que j'ai bâti pour Hermès, à quelques pas d'ici, si tu savais ce qu'il est pour moi, où le passant ne voit qu'une élégante chapelle, c'est peu de choses. 4 colonnes, un style très simple. J'ai mis le souvenir d'un clair jour de ma vie. Oh, douce métamorphose, ce temps délicat, nul ne le sait, est l'image mathématique d'une fille de Corinthe que j'ai heureusement aimée. Il en reproduit fidèlement les proportions particulières. Il vit pour moi. Il me rend ce que je lui ai donné. C'est donc pourquoi il est d'une grâce inexplicable, lui dis-je. On y sent bien la présence d'une personne, la première fleur d'une femme, l'harmonie d'un être charmant. Il éveille vaguement un souvenir qui ne peut pas arriver à son terme. Et ce commencement d'une image dont tu possèdes la perfection ne laisse pas de poindre l'âme et de la confondre. Sais-tu bien que, si je m'abandonne à ma pensée, je vais le comparer à quelque chant nuptial mêlé de flûte que je sens naître de moi-même. Eupalinos me regarda avec une amitié plus précise et plus tendre. « Oh, dit-il, que tu es fait pour me comprendre. Nul plus que toi ne s'est approché de mon démon. Je voudrais bien te confier tous mes secrets,
Mais des uns, je ne saurais moi-même te parler convenablement, tant ils se dérobent au langage. Les autres risqueraient fort de t'ennuyer, car ils se réfèrent aux procédés et aux connaissances les plus spéciales de mon art. Je puis te dire seulement quelle vérité, sinon quel mystère, tu viens maintenant d'effleurer, me parlant de concerts, de chants et de flûtes, au sujet de mon jeune temple. Dis-moi, puisque tu es si sensible aux effets de l'architecture, n'as-tu pas observé, en te promenant dans cette ville, que d'entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets, les autres parlent, et d'autres enfin, qui sont les plus rares, chantent. Ce n'est pas leur destination, ni même leur figure générale, qui les anime à ce point, ou qui les réduisent au silence. Cela tient au talent de leur constructeur, ou bien à la faveur des muses. Maintenant que tu me le fais remarquer, je le remarque dans mon esprit. Bien. Ceux des édifices qui ne parlent ni ne chantent ne méritent que le dédain. Ce sont choses mortes, inférieures, dans la hiérarchie, à ces tas de moellons qui vomissent les chariots des entrepreneurs et qui amusent du moins l'œil sagace par l'ordre accidentel qu'ils empruntent de leur chute. Quant aux monuments qui se bornent à parler, s'ils parlent clair, je les estime. Ici, disent-ils, se réunissent les marchands. Ici, les juges délibèrent. Ici, gémissent des captifs. Ici, les amateurs de débauche. Je dis alors à Eupalinos que j'en avais vu de bien remarquables dans ce dernier genre, mais il ne m'entendit pas. Ces loges mercantiles, ces tribunaux et ces prisons, quand ceux qui les construisent savent s'y prendre, tiennent le langage le plus net. Les uns aspirent visiblement une foule active et sans cesse renouvelée. Ils lui offrent des péristyles et des portiques. Ils l'invitent par bien des portes et par de faciles escaliers à venir, dans leurs salles vastes et bien éclairées. Former des groupes, se livrer à la fermentation des affaires. Mais les demeures de la justice doivent parler aux yeux de la rigueur et de l'équité de nos lois. La majesté leur sied, des masses toutes nues, et la plénitude effrayante des murailles. Les silences de ces parements déserts sont à peine rompus, de loin en loin par la menace d'une porte mystérieuse, ou par les tristes signes que font sur les ténèbres d'une étroite fenêtre les gros fers dont elle est barrée. Tout ici rend les arrêts et parle de peine. La pierre prononce gravement ce qu'elle renferme. Le mur est implacable et cette œuvre, si conforme à la vérité, déclare fortement sa destination sévère. Socrate, ma prison n'était point si terrible. Il me semble que c'est un lieu terne et indifférent en soi. Phèdre, comment peux-tu lui dire? Socrate, j'avoue que je l'ai peu considéré. Je ne voyais que mes amis, l'immortalité et la mort. Phèdre, et je n'étais pas avec toi. Socrate, Platon n'y était pas non plus, ni Aristippe, mais la salle était pleine, les murs m'étaient cachés, la lumière du soir mettait la couleur de la chair sur les pierres de la voûte. En vérité, cher Phèdre, je n'eus jamais de prison que mon corps. Mais reviens à ce que te disait ton ami. Je crois qu'il allait te parler des édifices les plus précieux, et c'est ce que je voudrais entendre. Phèdre, eh bien, je poursuivrai. Eupalinos me fit encore un magnifique tableau de ces constructions gigantesques que l'on admire dans les ports. Elles s'avancent dans la mer, leurs bras, d'une blancheur absolue et dure, circonscrivent des bassins assoupis dont ils défendent le calme. Ils les gardent en sûreté, paisiblement gorgés de galères, à l'abri des enrochements hérissés et des jetées retentissantes. De hautes tours, où veille quelqu'un, où la flamme des pommes de pin, pendant les nuits impénétrables, danse et fait rage, commande le large, à l'extrémité écumante des molles. Oser de tels travaux, c'est braver Neptune lui-même. Il faut jeter les montagnes achartées dans les eaux que l'on veut enclore. Il faut opposer les rudes débris tirés des profondeurs de la terre à la mobile profondeur de la mer et au choc des cavaleries monotones que presse et dépasse le vent. Ces ports, me disait mon ami, ces vastes ports, quelle clarté devant l'esprit. Comme ils développent leur partie, comme ils descendent vers leurs tâches.
Mais les merveilles propres à la mer et la statuaire accidentelle des rivages sont offertes gracieusement par les dieux à l'architecte. Tout conspire à l'effet que produisent sur les âmes ces nobles établissements à demi naturels. La présence de l'horizon pur, la naissance et l'effacement d'une voile, l'émotion du détachement de la terre, le commencement des périls, le seuil étincelant des contrées inconnues et l'avidité même des hommes, toutes prêtes à se changer dans une crainte superstitieuse. À peine lui cèdent-ils et mettent-ils le pied sur le navire. Ce sont en vérité d'admirables théâtres. Mais plaçons au-dessus les édifices de l'art seul. Dussions-nous faire contre nous-mêmes un effort assez difficile. Il faut s'abstraire quelque peu des prestiges de la vie et de la jouissance immédiate. Ce qu'il y a de plus beau est nécessairement tyrannique. Mais je dis à Eupalinos que je ne voyais pas pourquoi il en doit être ainsi. Il me répondit que la véritable beauté était précisément aussi rare que l'est entre les hommes. L'homme capable de faire effort contre soi-même, c'est-à-dire de choisir un certain soi-même et de se l'imposer. Ensuite, ressaisissant le fil d'or de sa pensée, « Je viens maintenant, dit-il, à ces chefs-d'œuvre entièrement dus à quelqu'un, et desquels je te disais, il y a un instant, qu'ils semblent chanter par eux-mêmes. Était-ce là une parole vaine, ô Phèdre? Était-ce des mots négligemment créés par le discours, qu'ils ornent rapidement, mais qui ne supportent pas d'être réfléchis? Mais non, Phèdre, mais non. Et quand tu as parlé, le premier est involontairement de musique à propos de mon temple. C'est une divine analogie qui t'a visité. Cet hymen de pensée qui s'est conclu de soi-même sur tes lèvres, comme l'acte distrait de ta voix. Cette union d'apparence fortuite, de choses si différentes, tient à une nécessité admirable qu'il est presque impossible de penser dans toute sa profondeur, mais dont tu as ressenti obscurément la présence persuasive. Imagine donc fortement ce que serait un mortel assez pur, assez raisonnable, assez subtil et tenace, assez puissamment armé par Minerve, pour méditer jusqu'à l'extrême de son être, et donc jusqu'à l'extrême réalité, cet étrange rapprochement des formes visibles, avec les assemblages éphémères des sons successifs. Pense à quelle origine intime et universelle il s'avancerait, à quel point précieux il arriverait, quel Dieu il trouverait dans sa propre chair, et se possédant enfin dans cet état de divine ambiguïté, s'il se proposait alors de construire je ne sais quel monument, de qui la figure vénérable et gracieuse participa directement de la pureté du son musical, ou dut communiquer à l'âme l'émotion d'un accord inépuisable. Songe, Phèdre, quel homme, imagine quel édifice, et nous, quelle jouissance. Et toi, lui dis-je, tu le conçois? Oui et non. Oui comme un rêve, non comme science. Tires-tu quelques secours de ces pensées? Oui comme aiguillon, oui comme jugement, oui comme peine, mais je ne suis pas en possession d'enchaîner comme il le faudrait. Une analyse à une extase. Je m'approche parfois de ce pouvoir si précieux. Une fois, je fus infiniment près de le saisir, mais seulement quand on possède, pendant le sommeil, un objet tant aimé. Je ne puis te parler que des approches d'une si grande chose. Quand elle s'annonce, chère Phèdre, je diffère déjà de moi-même, autant qu'une corde tendue diffère d'elle-même, qui était lâche et sinueuse. Et c'est la fin de notre voyage pour cette fois en compagnie de Paul Valéry. Merci à tous d'avoir été avec moi. Je vous rappelle que les replays sont disponibles sur le site de D8. Et puis n'hésitez pas à commenter l'émission, #VBN. Je serai ravie et je prendrai le temps et surtout le plaisir de commenter, de répondre à toutes vos réactions. Si vous avez également un coup de cœur, une envie de lecture, eh bien c'est le moment de nous donner vos idées et nous on fera tout ici pour avoir les droits pour lire votre œuvre préférée. En tout cas, je vous fais la promesse que je m'en occupe. Et puis j'ai aussi plein d'idées de lecture, de scénarios qui arrivent. On y pense ici à D8, notamment l'équipe artistique et Camille Koenig que je salue. On vous prépare plein de belles choses, alors il ne faut surtout pas rater une seule émission, un seul voyage. Restez avec nous, merci à tous pour votre fidélité, je vous embrasse et une très belle journée sur D8.